Merci Madame la Présidente. Alors après les 4 exposés précédents, vous aurez compris, mes chers collègues, je dois vous parler de la relation bilatérale entre la France et l'Iran, qu'elle est certainement pas simple, et que l'espace dans lequel on peut construire quelque chose est assez étroit. Et ce que je voulais d'abord, pour présenter le contexte, c'est qu'en 2019, c'était, il faut revenir un petit peu sur l'histoire, les 40 ans de cette République islamique. Et on est dans un pays qui est relativement stable politiquement, en tout cas comparé à ses voisins, qui présente des infrastructures de qualité. On a pu, par exemple, prendre le train et voir que leur système ferroviaire était tout à fait acceptable. Pour avoir pris d'autres trains dans d'autres régions du monde, je peux vous dire qu'il est tout à fait acceptable. Les routes étaient convenables. La population est éduquée. D'ailleurs, les Américains ne s'y trompent pas et attirent régulièrement par grande quantité des étudiants iraniens bien formés. Pendant que nous avons des difficultés à leur donner des visas, chercher l'erreur. Ils ont une économie qui est relativement équilibrée entre les 3 secteurs que sont le primaire, secondaire et tertiaire. Alors, les relations entre la France et la République islamique ont été marquées par des hauts et des bas, on le sait. Et dans un premier temps, en fait, cette relation est très ambivalente, avec d'un côté une forme de reconnaissance et de l'autre des reproches. Une reconnaissance parce que, d'abord, historiquement, nous avions des liens anciens. Et puis, nous avions accueilli l'ayatollah Khomeini à Naufle-le-Château. Naufle-le-Château, dont je voudrais rappeler qu'aujourd'hui persiste un mouvement qui est un mouvement d'opposition très fort au régime iranien et qui est parfois insistant auprès de nous tous pour entrer en contact avec tous. Voilà. Et puis, donc, cette relation marquée également par des reproches qui nous sont faits. D'abord parce qu'ils nous reprochent d'avoir accueilli des personnalités qui sont en rupture avec le régime iranien. Ça a été le cas du dernier Premier ministre du Shah d'Iran, M. Shapour Bakhtiar. Ça a été également un reproche d'avoir accueilli le premier président de la République islamique, M. Bani Sadr. Également, le reproche, ça a été évoqué tout à l'heure, d'avoir été dans le camp de l'Irak pendant la longue guerre entre l'Iran et l'Irak entre 1980 et 1988. Aujourd'hui, ensuite, les relations se sont un petit peu améliorées, réchauffées, avec en 1997, ça fait donc 20 ans de cela, plus de 20 ans, la visite officielle du président de la République de l'époque, M. Mohamed Khatami. Mais à nouveau, c'est là que les entreprises françaises ont commencé à essayer de s'installer en Iran, se réinstaller, parce qu'on était présents à l'époque du Shah. Et puis là-dessus est arrivée la période du président Ahmadinejad, qui montre à nouveau qui font ressurgir à nouveau des tensions, avec notamment le procès d'une enseignante française à Ispahan qui avait été accusée d'espionnage. Il s'agissait de Madame Clotilde Reiss. Le dialogue a repris ensuite, à nouveau, maintenant, depuis l'élection de M. Hassan Rouhani à la tête de l'État iranien. Et puis là-dessus est arrivé l'accord de Vienne, qu'a évoqué notre présidente, au JCPOA, sur le nucléaire. Par ailleurs, qui a permis une certaine forme de réchauffement des relations, mais qui a été extrêmement bref, puisque très rapidement derrière, M. Trump étant sorti des accords, ça a été rappelé, les entreprises françaises notamment ont dû partir en quelques jours. Ça a été spectaculaire et très douloureux. S'agissant de l'Iran, de l'État iranien en lui-même, il faut préciser que c'est un État très particulier, qui est un peu bicéphale, compliqué à comprendre, avec des rivalités entre actions, ça a été souligné par mon collègue Claude Goasguen, un peuple qui n'est pas forcément en accord avec ses dirigeants. Je pense que c'est important de le rappeler. Et notamment, là, nous sommes arrivés peu de temps après à la période du Ramadan. Il faut savoir que très très peu d'Iraniens suivent la période du Ramadan et respectent le rite du Ramadan. Le système politique, donc avec ce guide suprême, qui est avec ses gardiens de la Révolution, les Pasdaran d'un côté, puis de l'autre côté, le président de la République, et c'est là qu'on va trouver ce Parlement iranien, dont le nom s'appelle Assemblée consultative islamique, 290 parlementaires, ma collègue Mireille Clapeau le rappelait, extrêmement peu de femmes. Cette Assemblée, ce Parlement qu'on appelle le Majles, qui est contrôlé par le Conseil des gardiens, qui sont des personnes nommées, qui est lui-même contrôlé par le Conseil de discernement, je vous laisse apprécier les termes choisis, de discernement de l'intérêt du régime, ça s'appelle précisément, lui-même composé de personnalités nommées. Cette Assemblée qui a néanmoins possibilité de voter la confiance ou la défiance individuelle envers des ministres en exercice. Ces relations, il faut aussi également préciser que dans ce Parlement,
même quand il a une majorité de progressistes en son sein, une grande partie des projets de loi peuvent être censurés. Ça a été le cas au cours de la 6e législature. Et c'était justement ce fameux conseil des gardiens qui avait censuré plus de 40% des projets de loi qui avaient été proposés. S'agissant des relations entre nos groupes d'amitié, l'objectif, c'est essayer de les approfondir. Et je rebondis sur ce qu'a dit mon collègue Claude Goasguen, qui est de faire une grande distinction entre les dirigeants d'un côté et le peuple de l'autre. Et il y a une conviction qui m'anime, qui est que si on ne se parle jamais, on n'a aucune raison de construire quoi que ce soit de stable et de pacifier un jour. Donc la coopération, le dialogue me semble essentiel. Alors autour de quoi pouvons-nous dialoguer? Les champs sur lesquels on peut intervenir, c'est, on l'a vu avec le maire de la ville de Cachan, que nous avions visité le premier jour. Le domaine culturel, évidemment, un domaine très vaste. Le domaine archéologique, c'est un pays qui a des ressources archéologiques absolument innombrables. On a eu une exposition, le Louvre à Téhéran, en 2018, qui a eu un succès absolument inouï. C'est 250 000 visiteurs, c'est absolument énorme. Mais on peut aussi envisager des coopérations scientifiques, technologiques, évidemment, pas dans tous les domaines scientifiques, mais il y a un certain nombre de domaines scientifiques dans lesquels on peut tout à fait interagir. Et je pense que des coopérations entre l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et le Parlement iranien peuvent être extrêmement intéressantes. Je suis moi-même membre de cet office parlementaire. Et essayer de travailler sur comment la science peut éclairer nos décisions politiques me paraît être un sujet de coopération tout à fait intéressant. Mon homologue au groupe d'amitié Iran-France, au Majles, M. Jalali, il est également à la tête d'un centre qui a un nom qui peut nous surprendre, le Centre islamique de recherche parlementaire, en fait, dont la mission est de construire des projets de loi, de rédiger des propositions et de s'assurer que ces propositions vont être notamment en accord avec la charia, ça a été évoqué tout à l'heure. À l'occasion de ce 40e anniversaire, il faut rappeler que le guide suprême, M. Khamenei, a délivré un message lucide sur les défis qu'on doit relever, que sont notamment la justice sociale, même s'il y a énormément de progrès à faire. On est loin du compte par rapport à ce que nous pouvons considérer comme justice sociale chez nous. Mireille Clapeau a signalé certaines avancées. Et puis la lutte contre la corruption. Et le troisième point, c'est la transition climatique, les sujets environnementaux qui sont très prégnants en Iran. Ils ont des problèmes notamment d'alimentation en eau, ils ont des problèmes de pollution qui sont importants. Donc le groupe d'amitié que je préside aura vocation à soutenir toutes les coopérations dans les domaines que j'ai évoqués. Et je voudrais en profiter pour indiquer que je lancerai une première réunion de ce groupe d'amitié, dont j'ai pris la présidence très récemment, dans le courant du mois de juillet, pour avoir justement proposé un regard croisé sur la relation France-Iran. Je vais donner la parole aux parlementaires, à Claude, à Anne et à Bruno. Juste un mot. Moi, je pense qu'on a quand même, nous, une responsabilité. Nous, France, nous, Europe, une responsabilité qui est plutôt de faire baisser les tensions que de participer de l'escalade. Oui, aujourd'hui, l'accord du JCPOA est caduc. Je veux dire, les Iraniens en sont sortis. Mais ils le disent eux-mêmes. Donc, tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Ils ajoutent que tout ceci est prévu dans l'accord et qu'il peut y avoir des sorties, etc. Non, pardon, je vous en prie, monsieur le député, tout va bien. Je comprends les passions sur toutes ces questions. Je peux tout entendre. Ils sont sortis de l'accord. Ils disent que c'est réversible. Ils disent que c'est même prévu dans l'accord, que l'on peut sortir de l'accord si l'accord n'est pas respecté. Donc ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Est-ce que nous avons, nous, Européens, au fond, pour l'équilibre du monde, la paix et la sécurité, intérêt à ce que l'accord devienne meure ou à ce qu'il perdure? Eh bien, moi, je dis que même si la voie est étroite, je pense que nous avons intérêt, et c'est même de notre devoir et de notre responsabilité que d'agir pour maintenir en vie l'accord de Vienne. Voilà. Ça, c'est le premier point et la première chose que je veux dire. Deuxièmement, la responsabilité de l'accord de Vienne, c'est la responsabilité de toutes les parties prenantes. L'Iran est partie prenante, donc sa responsabilité est engagée. L'Union européenne est partie prenante, sa responsabilité est engagée. La Chine et la Russie, on ne le dit jamais assez, sont parties prenantes. Et donc leurs responsabilités sont également engagées. Et moi, je veux juste dire un mot sur l'Europe. Nous avons des alliés qui sont les États-Unis. Nous avons une histoire commune que rien, jamais, personne ne remettra en cause. Mais nous pouvons avoir des alliés fidèles. Mais nous pouvons avoir, sur des grandes questions de politique étrangère, des voix différentes. En tous les cas, moi, je le crois. C'est pourquoi je crois, au fond, que la France peut avoir une politique étrangère, que sa voix est attendue dans le monde et que l'Europe peut avoir une politique étrangère autonome et respectueuse. Et qu'à mon sens, sauver l'accord de Vienne permettra, est une voie étroite,
Mais c'est à mon sens la seule voie pour faire baisser les tensions dans la région et parvenir à une stabilité régionale, régler la question missilaire et régler toute cette question de paix et de sécurité dans la région. C'est en tous les cas, moi, le seul chemin que je vois, même s'il est étroit et même s'il est difficile. Voilà. Anne Gente. Merci Madame la Présidente. Et j'ajouterais à ça que c'est aussi la seule voie étroite pour maintenir une forme de stabilité intérieure. Car aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, nous ne sommes pas certains, pas convaincus du tout, que la majorité du peuple iranien suivrait, serait d'accord avec une sortie de cet accord et avec les conséquences que ça pourrait avoir. On sent bien que le risque à vouloir à tout prix les faire sortir et l'attitude américaine serait de nature à pousser et à rassembler le peuple iranien autour du rejet de la position américaine et avec le risque de pousser des conservateurs au pouvoir. Donc il faut bien avoir ça présent à l'esprit. C'est pour ça que même si la voie est étroite, le maintien dans l'accord de Vienne est effectivement essentiel à essayer de faire vivre. Et c'est là, pour répondre à la question que posait ma collègue Samantha Cazebonne, qu'effectivement, c'est l'occasion unique pour les Européens d'avoir une position très forte, différente de notre allié américain, mais qui vise vraiment à essayer d'éviter cette coalition, c'est pas le bon mot, ce regroupement, cette réaction défensive du peuple iranien autour d'un projet que finalement, eux ne souhaitent pas forcément rejoindre, qui est un projet conservateur. Juste pour information, quand nous y étions, nous avons rencontré le président de la Commission des Affaires étrangères et qui a depuis changé et qui était plutôt progressiste et qui a été remplacé par un conservateur. Donc, oui, je voulais rebondir sur deux choses, les questions environnementales qui ont été posées, mais juste dire une chose par rapport au port du foulard qui a été évoqué tout à l'heure. Je veux dire que pour moi, ce n'est pas le port du foulard qui était un handicap, parce que pour moi, c'est une question de respect. J'ai la chance de le porter librement. Je l'ai mis par respect pour eux. En revanche, ce qui est beaucoup plus compliqué, je trouve, qui m'a beaucoup plus choqué, c'est le fait de ne pas pouvoir serrer la main des hommes. Ça c'est beaucoup plus choquant que le port du foulard. Le port du foulard, moi, je vis dans un pays dans lequel il y a 15% de musulmans. On porte le foulard librement. Le foulard est un non-problème. En revanche, je vis dans un pays où il y a aussi un respect de la femme qui fait qu'on peut se serrer la main librement et qu'elle porte le foulard ou pas. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais de la même façon que lorsque je vais en Birmanie, je dois porter quelque chose qui couvre mes genoux. Lorsque je vais en Inde, je dois porter quelque chose qui couvre mes épaules. Et de la même façon que ceux qui viennent chez nous vont respecter nos coutumes pour se vêtir. Donc ça me choque pas plus que ça. Et quand j'étais adolescente, non, enfin bon. Voilà, on ne s'égare pas, je vais revenir aux problèmes environnementaux. S'agissant de l'environnement, juste dire que c'est une préoccupation de longue date compte tenu de la position géographique de l'Iran et qui fait qu'il y a quand même des procédés, des choses qui avaient été mises en œuvre qui sont assez intéressantes, dont il faut parfois s'inspirer, notamment des systèmes d'irrigation qui descendaient des montagnes, recueillaient l'eau des montagnes, qui permettaient, dans des canaux qui étaient couverts pour éviter l'évaporation et qui permettaient une irrigation des maisons. De la même façon qu'ils ont des systèmes de ventilation des maisons dont on ferait bien de s'inspirer dans nos pays où on commence à sentir les effets du réchauffement. Et d'ailleurs, je l'ai vu dans d'autres pays où chaque pays a mis en place, quand c'est un pays chaud, des procédures pour pouvoir lutter contre la chaleur. Et souvent, la modernité, la soif de modernité et de bétonisation fait oublier ces traditions. Et là, ils ont ce qui s'appelle des tours de vent, ce qui est un nom très poétique, sur les maisons avec un système qui attrape l'air circulant et permet de le redistribuer dans les sous-sols des maisons et d'assurer une ventilation des maisons. Voilà, ce sont des moyens qui sont mis en œuvre qui permettent de s'adapter à l'environnement difficile que l'on a. S'agissant, et qu'il ne faut surtout pas perdre, et les encourager à conserver et nous parfois s'en inspirer. S'agissant de sujets beaucoup plus d'actualité, l'Iran a signé les accords de Paris mais ne les a pas encore ratifiés. C'est vrai que l'eau potable vient à manquer dans de nombreuses villes. La gestion des déchets aussi est un problème, il n'y a pas que la gestion de l'eau. Les effets du changement climatique se voient, hein, les zones qu'on a traversées, c'est quand même très, très, très impressionnant, avec des problèmes d'irrigation dans de nombreux endroits, des nappes phréatiques qui baissent, des désertifications qu'on a pu observer. On sait qu'en 50 ans, l'Iran a perdu 70% de ses réserves en eau. C'est considérable. Et ça ne va pas en s'améliorant. Et même s'il y a des choses qui sont mises en œuvre, c'est encore insuffisant. Et la prise en compte... Mais ils ont une conscience, mais là aussi, dans des circonstances économiques compliquées, où mettons les priorités ?
On en revient à un sujet de départ. On sait que l'économie iranienne est fragile. Bruno en a parlé tout à l'heure. Et que dans ces conditions-là, la préoccupation environnementale est une préoccupation qui coûte cher, qui a un coût, on le sait particulièrement chez nous. Donc ils sont conscients du sujet, mais il y a une prise en compte qui est à la fois pour des raisons économiques et peut-être pas seulement, il faut se poser la question de savoir comment lutter contre ce réchauffement climatique et les effets également de la pollution qui est vraiment